à l'île municipale, les communistes sont partis tout seuls, ce qui n'avait pas été le cas depuis plus de 30 ans. Donc il y a une prise d'indépendance des communistes parce que justement on considère qu'il n'y a pas d'intérêt commun entre le Parti socialiste qui ne défend plus les travailleurs et le Parti communiste. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit concernant la division des travailleurs en fonction des différents critères qu'opère le Front National, comme par exemple la nationalité, etc. Certes, ils divisent et tout ce que tu veux. Mais il faut voir quand même l'afflux de différents travailleurs étrangers qui est sponsorisé, entre guillemets, le terme est sans doute impropre à cette conception, qui sont sponsorisés par des organisations patronales telles que le MEDEF, telles que les différents gouvernements qu'on a pu avoir. Bon, c'est morbide ici. Tels que les différents gouvernements qu'on a pu avoir et autres, finalement créent des appels d'air pour ces travailleurs étrangers. Mais au final, certes, il crée une distinction, mais il veut s'opposer plus en tant que barrière par rapport aux futurs travailleurs étrangers qui peuvent arriver, en conservant ceux qui sont présents actuellement, qui ont réussi, pour prendre les termes constitutionnels, genre que je n'utilise pas moi-même, mais qui ont réussi l'assimilation, d'accord. Mais ils ne divisent pas, ils utilisent juste les divisions qui sont déjà établies par le système, malgré qu'ils se présentent comme anti-système. Et il faut rajouter aussi que le grand patronat est favorable justement à aussi l'immigration. Oui, en créant ces fameux appels-là. Oui, donc la main à moins chère, oui, les mecs les faire bloquer les salaires. Moi, ce que j'ai remarqué aussi dans l'enseignement, il y a pas mal de délégués CGT qui sont là pour les scolaires, dans l'enseignement. C'est le même qui me le disait. Bon, ils défendent plus des intérêts que des positions. Oui. Vas-y, je te laisse le droit de réponse quand même. Oui. Non. Juste 2 secondes, je note. Oui, non, c'est vrai. Donc au final, ils utilisent juste une chose établie par le système. Donc l'appellation parti anti-système est plus réfutable par rapport à ce point-là. Vas-y, je connais juste le trou pendant que tu notais. Ouais, bon, complètement, je suis en total désaccord avec ce que vous dites. Pour la simple et bonne raison que, oui, l'immigration illégale, l'immigration clandestine, c'est le patronat dans la mesure où les travailleurs sans papier sont moins payés, comme le sexisme sert le patronat dans la mesure où les femmes sont moins payées, comme, enfin, etc. Le fait qu'il y ait des catégories qui soient, donc, pas déclarées au fisc, qu'on puisse faire travailler au noir, qu'on puisse moins payer parce qu'il est connu que les femmes sont moins payées, donc c'est moins grave que... Enfin, etc. C'est toutes des choses qui servent le patronat. Là, je pense qu'on est d'accord sur ce concept. Après, votre solution, c'est d'empêcher l'immigration. Concrètement, c'est un non-sens. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à partir du moment où il y a des guerres impérialistes, où la France va aller faire la guerre dans des pays comme par exemple la Syrie, la Libye, où elle va aller au Mali, où elle va aller, on remarquera d'ailleurs que la majorité des pays dont sont issus les migrants aujourd'hui, les réfugiés, sont des anciens pays de guerre. Des anciens pays, ou des pays actuellement colonisés, ou des pays où l'Europe occidentale, l'OTAN et les États-Unis ont des bases armées. Je veux juste préciser que la colonisation, au final, ce ne sont pas les députés de l'ancienne droite, conservateurs et royalistes qui l'ont voulu, mais bien des personnes comme Jules Ferry qui ont prôné le devoir de moralisation des races supérieures par rapport à... Je reprends les termes exacts. Hein. Cela dit, la droite n'a pas non plus dérangé de profiter et d'exploiter les richesses du sol africain, par exemple. Oui, certes, mais je tenais juste à préciser que la droite à cette époque-là, sa préoccupation principale était la haine anti-allemande par rapport à la revanche de Soudan. Et c'était pas du tout sa priorité de jouer au niveau des colonies. Sachant juste, après, pas droit sudien, mais enfin, l'immigration elle ne date pas de la... Oui, non, bien entendu, elle date bien avant. Elle a tu parles là, ouais, j'entends bien. Elle a commencé au XVe siècle. J'entends bien. Oui, ça a toujours existé. Non, mais je mettais juste... je la mettais en exergue au sein de la République, je veux dire. Ça a toujours existé, mais jusqu'au début du
siècle, l'immigration a existé de façon vraiment très limitée. Non, par exemple, l'immigration, elle venait de nous, qui allions, qui colonisions, par exemple, l'Amérique du Sud. Nous, je parle aussi des Espagnols, des Portugais, par exemple. C'était l'immigration qu'on avait en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, où là aussi on colonisait, et on avait des bases. Et oui, l'immigration, elle venait principalement d'Europe, mais non, l'immigration, elle n'est pas du XXe siècle, quoi. Ouais, pour revenir du coup à l'idée que l'immigration sert le patronat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait face à cette concurrence entre les travailleurs? Et ben, premièrement, on arrête, on s'oppose aux guerres impérialistes. On est d'accord. Une fois que les gens sont là, parce que je pense qu'on a tous ici des ancêtres, des gens de notre famille qui étaient vers Dunkerque, vers Calais, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont fui la guerre. Et ben on fait quoi? On leur dit non, vous rentrez pas chez nous, on a foutu la merde, on a exploité vos pays, on a pillé vos richesses, et vous rentrez pas. Parce que vous ferez la concurrence aux travailleurs français. Et ben non en fait. Ce qui crée concrètement ces inégalités au travail et cette concurrence, c'est notamment le fait qu'il n'y ait pas de papier. Et donc on régularise les personnes qui sont là, qui ont des personnes qualifiées, même quand elles ne le sont pas, on a un devoir d'accueil de ces personnes qui sont là, de par la faute de nos députés qui ont voté les guerres impérialistes. Donc à partir du moment où on porte nos responsabilités, on a un pays riche. On a un pays... Vous l'été? Non, on est... Alors... Oui, comparé à d'autres pays, certes. Si on prend des plans de clivage par rapport à des pays africains, mais par rapport à notre hégémonie passée, je veux dire, on l'est beaucoup moins. Je reviendrai là-dessus, mais On est en défilé, je reviendrai après. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que chacun ait les mêmes droits face au travail et que le patronat ne puisse plus exploiter ces inégalités de manière à ce que la concurrence baisse. Juste pour revenir sur la France n'est pas un pays riche, en fait il n'y a jamais eu autant de richesses créées en France. Il n'y a juste jamais eu autant d'inégalités, il n'y a jamais eu autant de pognon qui dans les mains des Liliane Bettencourt, des Gérard Moulier, des Arnaud qui vont se faire de l'argent, notamment sur les guerres avec Dassault qui est le premier armateur français. Et donc à partir de là, tant qu'on est dans un système d'exploitation où les grands patrons continuent de toucher autant, les actionnaires continuent de toucher autant, et qui repose sur les inégalités, on ne pourra pas concrètement arrêter ces problèmes. Par contre, les richesses sont ici, les richesses sont là, les travailleurs de France créent des richesses, il y en a, et donc il faut juste mieux les répartir. Mais on a pris les jeux vidéo pour le chômeur, les jeux vidéo pour des Ça va quoi le chômage? Le chômage, à quoi il sert concrètement? À faire une fois de plus pression sur les travailleurs qui sont là en place en leur disant tu veux pas que je baisse ton salaire, tu veux pas accepter des conditions de merde, c'est pas grave, il y en a 40 derrière. Donc aucun problème à être remplacé. Et c'est pour ça que le chômage est une arme du patronat, est une arme qui est utilisée historiquement par le patronat, et aujourd'hui on le voit de plus en plus. Comme l'immigration, le chômage est une arme qui est utilisée par le patronat. Je vais juste reprendre un élément langage, je ne vais pas me présenter là-dessus, là ce qui m'intéresse c'est pour l'internationalisme des travailleurs plutôt. J'aime t'entendre dire, surtout venant du militant communiste, il n'y a jamais eu autant d'inégalités qu'aujourd'hui. Parce que c'est un argument de rue au cours des ventes. Si souvent on rabâchait les aristocrates, les bourgeois, etc. dans le service. J'ai dit que je m'appelais tout à l'heure. Là, je vais citer un socialiste. Je te serai deviné après qui. Concernant l'internationalisme, à propos, parce que le marxisme, au final, son but commun avec les socialistes est d'aboutir à un socialisme international, si je veux. D'accord. Tel étant notre socialisme, et cela ne faisait alors aucun secret, comme cela ne faisait aucun doute. Mais c'est évident que non seulement il ne portait aucune atteinte, il ne pouvait porter aucune atteinte aux droits légitimes des nations, mais qu'étant, que faisant, qu'un assainissement général, et par cela même en dehors de cela, même un assainissement du nationalisme et de la nation même, il saurait les intérêts les plus essentiels,
les droits les plus légitimes des peuples, les droits, les intérêts les plus sacrés, et qu'il n'y avait que lui qui le faisait. Ce n'était pas pour violer, et fatiguer les nations et les peuples, ce n'était pas pour violer les offenser, les violenter, les oblitérer, les forcer, et leur donner une force, mais au contraire, que de travailler à remplacer d'une substitution, d'un remplacement organique, moléculaire, un champ clos, une concurrence anarchique, de peuples forcenés, frénétiques, par une forêt saine, par une forêt grandissante, de peuples prospères, par tout un peuple de peuples florissants. Alors certes, il y a un passage internationaliste à la fin où il évoque l'ensemble des peuples florissants, mais sa doctrine qui est détaillée dans de nombreux ouvrages parlait bien d'un nationalisme socialiste, d'accord, et il a été revendiqué comme une figure de proue du socialisme. Et là, bien entendu, c'est pas le nationalisme qu'on connaît actuellement, et tu vas dire on est anti-nationaliste et autres, et j'entends bien. Anti-nationaliste ? Je le suis pas. Non mais je veux dire, une opposition d'idées. Et donc, je te laisse deviner, tout d'abord ici, après... Ça doit être le bourgeois, ça. Non, mais pas. Freddy. Ouais, bah, j'ai pas d'affection particulière ni pour le reste, ni pour Freddy. Non, mais... Qui était socialiste. Donc, du coup, ta question peut être un peu plus sur le nationalisme. L'internationalisme, parce que là il met bien en exergue son nationalisme et cette préférence nationale de nationalisme propre à... En gros, si on reprend les doctrines du baron Unger von Stern, qui était un baron monarchique, plus c'est plus un baron nationaliste, c'est-à-dire qu'il est pour l'essor de chaque peuple dans son état, et non pas les échanges et les flux migratoires qui permettent, selon sa doctrine, d'affaiblir chaque nation. Bon, du coup, pour revenir sur le nationalisme, le fait que les communistes y soient opposés, c'est faux. On est favorable au nationalisme dédoctriné. Par exemple, je considère, et on considère, avec l'ensemble des communistes, que il était légitime et normal et nécessaire d'être nationaliste lors de l'invasion allemande, lors des invasions allemandes, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, parce que le nationalisme était nécessaire pour combattre. Il était légitime pour les Algériens, il est légitime pour les Algériens d'être nationaliste face à la colonisation, face à l'impérialisme français. Il est légitime aujourd'hui pour les Palestiniens d'être nationaliste face à l'occupation d'Israël. Donc en soi, on n'a pas de problème avec le nationalisme tant que c'est celui des doktrinés. À partir du moment où c'est un nationalisme de nations qui sont concurrentes, qui sont colonialistes, qui sont impérialistes, nous on est totalement opposés. Pour ce qui est de l'internationalisme, bien sûr, c'est une des bases du marxisme, c'est une des bases du mouvement communiste. La solidarité entre les peuples. Après, nous, on n'a pas d'attachement particulier à la nation. Et le mouvement communiste ne peut pas prétendre parler en son nom, puisque le mouvement communiste n'est pas uniforme face à la question de la nation. Il y a notamment un courant jacobin et un courant qui est franchement opposé, dont je fais plus généralement partie, que je suis à faire. Et donc nous, la nation, on n'y est pas particulièrement attaché. Du coup, sur l'internationalisme, ce qui compte pour nous, c'est pas la solidarité entre des nations, c'est la solidarité entre des travailleurs qui appartiennent à une même classe, et la solidarité entre des gens qui sont attachés à des conditions communes d'existence, qui sont attachés à l'exploitation patronale, à l'exploitation capitaliste. Et donc, on considère que oui, il y a intérêt pour les travailleurs de s'unir à travers les nations et les peuples pour lutter contre les diverses oppressions. Et par exemple, dans les pays socialistes, je pense notamment à Cuba, qui est un des modèles vraiment socialistes, qui continue de pratiquer l'internationalisme, notamment par exemple en Angola quand il y a eu les invasions et les diverses tentatives de remplacement du système socialiste qui avait été mis en place, ou aujourd'hui encore en produisant des médecins qui continuent d'aller partout à travers le monde pour aider l'ensemble des populations de manière inintéressée
parce qu'on considère que c'est le devoir. Bon, il m'intéresse, c'est parce qu'on considère que c'est le devoir des socialistes, des communistes, des socialistes dans le sens communiste du terme, de servir l'intérêt commun et l'intérêt des peuples. Donc, comment dire qu'il faut appuyer ça parce que l'engagement même de cursus, ça m'a un petit peu sans intérêt. Si tu savais toutes les magouilles des ONG, comme on va citer la plus connue d'entre elles, MSF, plus ou moins au niveau national, les magouilles, on le cercle. Il y a pour reprendre les termes d'un certain médecin dont m'échappe, il y a une pornographie de la sentimentalisation des actions humanitaires. Pourquoi? Parce que tous les avantages que ces fameux médecins allant au bout du monde ont lors de leur déplacement, pré-déplacement et post-déplacement, c'est innommable. Le voyage en jet privé, le jet privé est pour 2 médecins. Clairement, c'est pas comme ça que ça se passe chez les Cubains. Non, mais je parle. Moi-même, étant nationaliste intégral, je me réfère par rapport à la situation française. Donc après là, je voudrais extrapoler par rapport au marxisme en tant que philosophie, pas en tant que politique. D'accord? En tant que philosophie telle qui a été développée par Hegel, etc. Et il y a quelque chose qui me gêne dans le marxisme, moi, personnellement, c'est, comme je fais dans l'histoire, c'est la déformation de l'histoire qui est intrinsèque au marxisme. Pourquoi? Parce que le marxisme, il se borne à une doctrine. On a un état des lieux, qui est la synthèse, également qui est la thèse, pardon. Après, on va lui opposer quelque chose, qui est l'antithèse, pour avoir une synthèse. Au final, c'est grosso modo le principe qui s'applique à la lutte des classes. On a la thèse, on a le capital qui est là, on a l'antithèse, on a les travailleurs, et la synthèse, la lutte des classes. Donc, mais est-ce que finalement, par rapport à cela, je pense que c'est plus intéressant de se baser par rapport à un empirisme organisateur. C'est-à-dire qu'on va partir du réel. Et c'est dans ce sens-là où prend essence la doctrine de Maurras, le nationalisme intégral. Pourquoi? Parce qu'il part du réel. C'est-à-dire qu'il se base, j'applique mon concept à l'histoire, on ne va pas rejeter la révolution, la question en tant que telle. On est certes contre les révolutionnaires, mais pour prendre une citation de Mestre, on est contre les révolutionnaires et non pas anti-révolutionnaires. C'est ça notre différence. C'est-à-dire qu'on va appliquer la révolution telle qu'elle a eu lieu, les acquis qui ont été faits pendant la révolution, on va en tenir compte pour bâtir un système meilleur. C'est d'ailleurs ce qu'a fait De Gaulle, qui était un ancien de l'AF, qui était inspiré par cette doctrine de l'AF et de Maurras. D'ailleurs, sa sœur a raconté, lorsqu'elle était internée dans les camps, les nombreux déboires de Charles face à son père, et notamment lors de l'affaire Dominique de Maurras, où Charles a pleuré devant son père parce que son père se posait en négociateur de Charles et a imposé à Charles de quitter l'AF. Et donc à partir de là, De Gaulle a gardé, d'ailleurs on l'a vu par le passé, il y a eu de nombreuses relations avec le comte de Paris, et c'est ce qui a permis le retour du comte de Paris en France d'ailleurs, a conservé cet esprit et cette doctrine du nationalisme intégral. Pourquoi? Parce que au final c'est lui le bâtisseur de la 5e Constitution, il faut se le dire clairement. Et quand le principe de la 5e Constitution, qui est si décrié dans les médias, c'est le président monarchique, qui a tous les pouvoirs, etc., qui sa position est renforcée par rapport à la 4e, à la 3e, où c'était le bisbille, où c'était des crises parlementaires à Larigot, avec de nombreuses affaires, Stavitsky, même si la 5e, il y a eu de nombreuses affaires également, et il y en a encore d'ailleurs, tant au niveau local que national. Et donc finalement c'est un empirisme organisateur qui prend compte du réel et qui ne souhaite pas imposer un carcan avec ses 3 systèmes synthèse, antithèse, synthèse, oui, merci, serait beaucoup plus intéressant, et ça part du réel. Au final, on se base par rapport à notre expérience, on ne le déforme pas comme le fait le marxisme. Vas-y, je te laisse. Du coup, pour revenir très brièvement, le marxisme n'a pas été développé par Hegel. On se base en partie sur ce qui a été développé par Hegel. Donc, pour répondre, en fait, le marxisme a pour base de partir du réel, puisque il se base sur le matérialisme historique. Le matérialisme historique, qu'est-ce que c'est? Le matérialisme, c'est la prise en conscience de tous les événements et le travail là-dessus. La prise en conscience de l'ensemble des événements de l'histoire, des différentes phases qui se sont succédées,
féodalisme, puis capitalisme, puis socialisme, pour arriver, Inch'Allah, au communisme. Et donc, le marxisme se base sur le matérialisme dialectique, qui n'est pas thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est ce qu'on vous apprend peut-être en philosophie, mais... non, pas en philosophie, Hegel même le cite. Non, mais Hegel n'est pas... Oui, non, mais il était un des personnes inspiratrices du marxisme. C'est Hegel et c'est lui qui a développé le premier, la dialectique, sur lequel se base le matérialisme dialectique, qui est la base en effet de la pensée de chaque marxiste et de chaque communiste. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée dialectique? C'est la prise en mouvement et la considération que, premièrement, tout est en mouvement, que rien n'est figé et donc qu'il faut prendre en conscience l'évolution permanente, que tout est lié, qu'il n'y a aucun événement qui est indépendant l'un de l'autre, que le fait qu'il y ait par exemple une révolte au Brésil en ce moment, ça va jouer sur l'ensemble des relations qui vont avoir lieu à l'échelle de la planète, et donc qu'on ne peut pas considérer séparément les événements. Alors tout est lié, tout est en mouvement, et je vais les noter parce que... En fait, la matière première du marxisme, c'est l'économie. Non, la matière première du marxisme, c'est le réel, c'est le vécu, c'est le ressenti. On la considère plus comme une déformation et donc on considère que tout est économique. Tout est basé sur l'économie, tout est basé sur les rapports d'exploitation et les intérêts qu'ont les uns et les autres face à un système. Par exemple, concrètement, j'ai des intérêts opposés à ceux de mon patron quand je vais faire un inventaire. Pourquoi? Parce que lui, il va prendre de la plus-value sur mon travail. Moi, j'ai intérêt à ce que ce que je fais me soit entièrement rémunéré. Donc, à partir de là, on a des intérêts opposés. Juste, d'ailleurs, en attendant, puisque tout à l'heure tu parlais du socialisme et du communisme, juste pour préciser un petit peu ce qu'est le socialisme dans le marxisme. Pour les marxistes, le socialisme, c'est une phase qui est nécessaire après le dépassement du capitalisme. Qu'est-ce que c'est? Le socialisme, c'est d'un côté la reprise en main par les travailleurs, donc la dictature du prolétariat. Donc dictature du prolétariat, c'est un grand mot qui maintenant fait peur à beaucoup de monde. Concrètement, on pourrait dire démocratie réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui travaillent, qui décident. Et donc l'extrême majorité qui décide. Et pas aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui, une poignée d'individus qui vont pouvoir décider, qui vont pouvoir faire des pressions sur des lobbies, etc. et participer à la vie politique. Le socialisme, c'est... Pourtant, le socialisme est défini en tant qu'État-providence, donc au final, c'est un jacobinisme qui est un peu exacerbé. Et ce qui est assez marrant, c'est que toi, en tant que marxiste, ok, tu veux l'aboutissement de ton projet politique, mais tu sens obligé de passer par du socialisme. Or, tu viens de te revendiquer là il y a quelques moments, anti-jacobine, si je ne me trompe pas. Je suis pas jacobine dans le sens où le jacobinisme a tendance à être excluant et exclusif aujourd'hui en France. Les jacobins considèrent le peuple de France comme une unité indivisible. Or, de fait, il est divisé, les travailleurs sont divisés. Il y a une division, par exemple, à travers le racisme. L'islamophobie, par exemple, il sert à la division des travailleurs. Et nier le fait que, oui, il y a une partie qui est musulmane, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont des femmes, il y en a qui sont homos, qui ont des intérêts à défendre. Et que donc, si on ne prend pas en compte ces oppressions spécifiques et qu'on choisit de les ignorer pour faire... Comme on a eu dans le Holodomor ou dans le Chargoulag. Le Holodomor est pas un mythe.
Sache Oui, que- c'est un mythe, bien entendu. On peut Pour en la discuter, femme, on peut en plus discuter qu'elle après, portière, j'ai c'est un- aucun problème avec ça. Et après, on ne déforme pas l'histoire avec le matérialisme historique. L'Holodomor est une famine. C'est une famine qui a Instrumentalisée existé, par Staline et qui a été exacerbée par Staline. qui n'a pas été une volonté politique, qui a été une famine qui a eu lieu, qu'on ne peut nier, mais qui n'est pas une volonté politique. Quoi qu'en disent les historiens bourgeois. D'ailleurs, vous les rejoignez totalement à ce niveau-là. On voit quand même vos intérêts communs avec la bourgeoisie. Et nos intérêts communs avec les bourgeoisie. Clairement plus que nous, quoi. C'est pas un problème. Un petit peu quand même, parce que la révolution de 1789, au final, était une révolution bourgeoise. Faut pas se leurrer, tant au niveau des mœurs qu'au niveau de la doctrine économique. Oui, non, mais non. C'est pour ça, on se creuse entièrement à la bourgeoisie. D'ailleurs, il y a plusieurs groupes de rock royalistes qui mettent bien en évidence ceci. Cela dit, le fait est que le féodalisme, comme le capitalisme, donc que ce soit votre système ou celui des bourgeois, il est de fait un système d'exploitation, il est de fait d'exploitation et de domination. Il n'est pas un système qui est basé sur les intérêts du plus grand nombre, sur les intérêts de ceux qui travaillent. Et donc à partir de là, on est foncièrement opposé à l'ensemble d'entre vous. Et D'accord. à ce niveau-là, il y a Donc, pas de... dans ce cas-là, une démocratie n'est pas une démocratie à deux vitesses qui n'est pas pour tout le monde. Comme il y a dans l'État socialiste, qui est un paradis apparemment pour toi, de Cuba, où certains journalistes ou certains opposants politiques sont si chèrement choyés et mis à demeure. Non. Alors concrètement, moi, la liberté de la presse, je m'en carre la nuit, mais genre totalement. Deuxièmement, Cuba est sous blocus économique depuis des décennies. Il est sous blocus par les États-Unis, qui empêchent, y compris les médicaments, d'arriver jusqu'à Cuba, qui empêchent le développement économique de manière totalement arbitraire, et qui empêchent par exemple à la France d'envoyer des cargos de médicaments, donc qui s'opposent à la souveraineté des peuples et des nations que vous prétendez revendiquer. Donc à partir Moi, je de ne là, revendique pas de ce gouvernement ni des politiques ultérieures. tu es favorable à la souveraineté des nations. À la souveraineté des nations, de chaque nation, et ainsi d'avoir la souveraineté des peuples, et de ne pas avoir une pseudo-solidarité qui permet des flux migratoires immenses et une exploitation par le capital. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on se différencie. Tandis que toi, tu voudrais des relations comme par exemple avec des États qui n'existent pas de base, je sais, comme la Palestine ou autres, qui ont été créés de toutes parts. Je savais que ça allait t'énerver. Qui ont été créés de toutes parts. Et au final, Cuba, s'il voulait montrer sa souveraineté propre, il continue la lutte. Certes, c'est toute la son honneur, etc. Même si ça se fait au détriment des fameux opposants, parce que c'est pas une démocratie, mais une dictature du prolétariat qui a lieu là-bas, quoique c'est plus une dictature et non pas du prolétariat, puisqu'au final, la population est conditionnée et ne peut pas s'exprimer librement, mais c'est plus une famille, la famille Castro, qui a été mise au pouvoir par une route anti-système, parce qu'auparavant on sait pertinemment que c'était les États-Unis qui chapeautaient via la défense industrielle, et là il y avait une garde de souveraineté, je suis entièrement d'accord. La mafia, et voilà, j'ai perdu le fil du truc. Ouais, du coup, moi, je vais revenir à Cuba parce qu'on n'avait pas terminé là-dessus. Donc, du coup, ils sont en train de mener un combat face au blocus économique. Non, ils ne peuvent pas mettre en pratique la totalité de ce qu'ils voudraient, parce que forcément, quand on est un pays socialiste isolé, avec pas beaucoup de ressources naturelles présentes sur les sols, en dehors par exemple de la canne à sucre, c'est un peu compliqué de faire face à des mastodontes économiques comme les États-Unis. Et quand on fait face à des blocus économiques qui sont suivis par l'ensemble des gros pays financiers, à part quelques-uns comme par exemple le Venezuela et l'ensemble de l'Alba, Moi je suis là, qui ça sont... relève un peu la théorie du complot, Belkacem ne sont pas super heureuses. Ah, mais moi, la théorie du complot, en fait, personne le nie. Ils sont les premiers à dire oui, c'est bien, on n'envoie pas de médicaments à Cuba, on ne fait pas de transactions avec la dictature cubaine. Et ben, très bien. À partir de là, on ne peut pas nier qu'il y a un blocus économique. De toute façon, personne ne le nie, quoi. Les États-Unis ne nient pas qu'ils mènent un blocus économique. Même BFM TV ne le nie pas, donc à partir de là... On n'a pas les mêmes réformes, je crois. Bon, pour ce qui est du conditionnement de la population
cubaine face à... Face aux différences de liberté, parce que ce qui est assez marrant, c'est que certes, je soutiens l'État de Cuba et ses dirigeants, quoique l'État finalement c'est les dirigeants, parce que c'est pas le pays réel, mais dans le pays légal, dont je parle ici, parce que le pays réel souffre un peu plus. Oui, mais ce qui est assez marrant, c'est que toi tu défends Cuba, alors que dans ton mouvement, il y a d'autres individus qui se disent libertaires. Il y a d'autres trucs qui se disent libertaires. C'est-à-dire, ils vont défendre les différentes libertés, liberté d'expression. Bref. Conditionnement, oui, il y a un conditionnement. Aujourd'hui, il y a la révolution cubaine qui continue de soutenir très majoritairement Castro malgré les offensives idéologiques. Et on remarquera par exemple que les opposants à Castro sont bien plus mis en avant que les pro-castristes, alors que chaque 1er mai, par exemple, il y a des millions de travailleurs qui sont dans la rue pour soutenir la révolution et pour continuer à dire « oui, on est du côté de Castro ». Il suffit de regarder les élections, quoi qu'on dise. Les observateurs, personne ne dira qu'il n'y a pas de... Donc les Allemands descendants ayant des aïeux ayant vécu sous la Seconde Guerre, ces aïeux sont tous des nazis. Parce qu'apparemment, si on applique... Non, je défends absolument pas le régime nazi. Si on applique ton système de pensée à d'autres régimes comme le régime nazi, au final, il y a eu des millions d'Allemands qui sont descendus dans la rue pour soutenir Hitler, qui ont fait partie des SS, de la Wehrmacht et autres. Et il y a eu une minorité d'opposants au sein même de la population allemande. Et au final, on est quasiment dans le même système, non? Alors, comparer le système Non, pas économiquement, castriste ni et... idéologiquement, je te parle au niveau conditionnement, juste conditionnement. Au niveau conditionnement, je pense qu'aujourd'hui, le conditionnement, il est réel et il est, par exemple, quand tu allumes ta télé, que tu regardes BFM TV. Ça, c'est du conditionnement. Ça, c'est du conditionnement. C'est pas les travailleurs qui font la révolution et qui continuent de soutenir Cuba qui conditionnent. C'est les médias majoritaires, c'est les États-Unis qui envoient des offensives idéologiques permanentes, et c'est certainement pas la révolution cubaine qui, lui, fait sa propagande. Il n'y a aucun problème avec ça. Nous, on fait notre propagande aussi, vous faites votre propagande. Comme vous faites sa propagande. Ouais, sauf que nous, non. Sauf qu'on n'a rien à voir idéologiquement avec Goebbels. Oui, non, mais je te parlais vraiment au niveau conditionnement, parce qu'il y a la propagande qui existe. Dans ces deux régimes, que ce soit le régime cubain ou le régime nazi, il y a eu des opposants qui ont été enfermés. Certes, après, il y a eu la question juive dans le régime nazi, d'accord, qui a distingué totalement des opposants. Quoique les premières solutions finales, si on peut les appeler ainsi, ont été testées sur des opposants politiques et non pas tout d'abord sur des juifs, quoique les juifs étaient parqués, mais les premières solutions telles qu'on les a connues, c'est-à-dire les chambres à gaz, les camions roulants avec le prix des chameaux qui revenait dans le coffre, etc., étaient réellement sur les communistes, sur des homosexuels, sur des socialistes et autres. Des ziganes et des juifs. Oui. Mais bref, techniquement, ça n'a strictement rien à voir en termes de conditionnement, puisque d'un côté, c'est des gens qui défendent leurs intérêts, de l'autre côté, c'est des gens... Ils défendent leurs intérêts, sinon parce qu'ils ont le couteau sur la gorge, clairement. Quand on voit la puissance militaire qui fait même parfois appel à des mercenaires pour... À Cuba À Cuba. On voit que t'es jamais allé à Cuba, mon film. Alors, le conditionnement, en vrai, l'armée, tu la verras partout en France. Tu la verras partout défiler dans les rues, tu les verras quand tu vas à la gare d'Ifrane. Quand tu vas à Cuba, tu ne verras pas l'armée. On a une tradition. Non, on n'a pas une tradition. La Gestapo, tu la voyais pas? Tu la voyais pas, la Gestapo? Ah ben, je peux dire que les soldats nazis, tu les voyais. Oui, les soldats nazis, tu les voyais. Ils sont allés chercher mon père, ils l'ont mis dans le camp, tu vois. Non, mais je te parle des services dédiés à la propagande. Si on reste toujours dans le comparatif Cuba, régime nazi. D'accord, les services dédiés. Qui en soi... oui, est absurde, etc. J'entends bien. Mais si on prend par rapport à l'organe nazi de propagande qui était dirigé par Goebbels, qui était exécuté par les services dédiés des SS tels que la SIPO, tels que la Gestapo, etc., qui étaient plus chargés des opposants, parce qu'au final la question juive, c'était plus la généralité des SS et une grosse partie de la Wehrmacht qui en était chargée, tandis que la question des opposants proprement dit et des terroristes, pour reprendre les termes exacts, pardonne-moi, mais j'ai oublié.
été faite par la CIPO. Et au final, cette police secrète existe sans nul doute à Cuba et agit en civil. Alors certes, on ne la voit pas défiler, etc. Parce que c'est un État socialiste, donc fait de plein d'antithèses et d'oxymores, qui va être... et donc on ne va pas faire l'apogée du militarisme. Tandis qu'en France, on a cette tradition, parce qu'il y a nos chers rois, qui ont amené l'hégémonie de la France, on a eu des bons et des très mauvais rois, je ne pas. Après la République, elle gouverne mal, mais elle se défend très bien. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire un pacte avec cette armée afin de mieux s'organiser, et elle a instrumentalisé et l'a remanié au niveau idéologique pour l'acquérir à sa cause. Quand on voit que sur la propagande des différents ministères, que ce soit le ministère des Armées, que ce soit les autres ministères de ce type, il y a des propagandes qui sont faites, comme par exemple avec la dernière frégate qui a été restaurée, qui a emmené Lafayette aux États-Unis, où on voit le drapeau tricolore sauter, alors que c'est une absurdité historique, clairement, parce que Lafayette n'était absolument pas républicain. Il faut arrêter le conditionnement, il existe à Cuba, il faut arrêter de se leurrer. Une fois de plus, le conditionnement à Cuba n'a rien à voir avec les conditionnements des systèmes d'exploitation, puisqu'il sert les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, à Cuba, l'espérance de vie est plus longue que celle en France. Aujourd'hui, à Cuba, l'école est gratuite, la médecine est gratuite, le peuple vit mieux, aujourd'hui, on peut le dire très clairement, que, par exemple, c'est le cas aux États-Unis, qui est leur principal adversaire idéologique. Donc ça n'a rien à voir. Donc Je parle conditionnement, uniquement conditionnement des esprits, des idées et au niveau de la propagande. Je ne te parle pas des autres facteurs, parce que là il y a d'énormes divergences, j'en conviens, mais je te parlais vraiment du conditionnement qui, au final, pour un régime qui se dit la dictature du prolétariat et qui défend une démocratie selon sa propagande, et je prends juste la rhétorique et la dialectique, mais ils ont placé une seule et unique personne à la tête de l'État. En plus, cette personne est un oligarque parce qu'il y a eu une passation de pouvoir entre frères. Donc ça reste... Ce sont des révolutionnaires, tous les deux. Ce sont des gens qui sont les battent contre Batista, qui ont risqué leur vie pour libérer leur pays de l'oppression états-unienne. Et donc à partir de là, qui ont été élus par le peuple, tous les deux, à la tête de l'État cubain. Il n'y a aucun problème avec ça. Comme différents congrès où il y avait d'énormes élections, et il y en a actuellement avec Kim Jong. Kim Jong est malheureusement, je l'aimerais, mais Kim Jong n'est pas particulièrement marxiste. Mais Kim Jong-il n'est... Il y a des élections. Le parti juge revendique quand même oui, mais une bonne c'est pas part... mon problème. Dans la mesure où il n'applique pas le socialisme, où il n'a pas pour ambition d'aller vers le communisme, je les considère pas comme communistes, et j'aimerais bien qu'il le soit, mais c'est pas le cas. Pourquoi il ne l'est pas, selon toi? J'aimerais juste t'entendre. Pourquoi il ne l'est pas? Tout simplement, il n'y a pas de service public ultra développé, c'est simplement qu'il n'y a pas d'ouverture aux entreprises étrangères qui fait qu'il y a un monopole... D'où, à cause du blocus, ça. Mais il n'y a pas d'énormément d'ouverture aux entreprises étrangères non plus. Mais non, mais on ne le veut pas. On n'a pas vocation à être ouvert aux Alors entreprises pourquoi tu critiques une non-ouverture aux entreprises étrangères en Corée? C'est ça, je comprends pas. Mais parce que c'est par manque de choix qu'ils ne sont pas en Corée. Par manque de choix. Déjà, ça m'intéresse. Dans l'absolu, ils ont des relations avec des entreprises chinoises. Ils ont vocation à avoir une économie de marché, comme c'est par exemple le cas en Chine. S'ils pouvaient l'avoir avec la France, ils l'auraient. Simplement, ils vivent en ostracisme et donc ils n'ont pas de lien avec les marchés économiques étrangers. C'est un fait. On verra mal la Corée du Nord faire les liens entre les différents marchés économiques, c'est finalement ouvrir la porte au capitalisme, non? Et à des pratiques plus que tendancieuses, comme il y a actuellement dans les différentes bourses et dans le monde financier et pécunier international. Non? Tu crois pas? Mais techniquement, c'est ce que je te dis, on n'a pas vocation, nous, en tant que communistes, à aller s'ouvrir aux différents intérêts privés étrangers. Par exemple, il y a des... Le parti juge, le franchement, sur ce point. Mais non, ils ont vocation, eux, à vouloir... mais ils ne le souhaitent pas, mais ils vivent en ostracisme. Ils veulent une économie de marché, mais le fait de vivre en ostracisme l'empêche cette économie de marché.
De plus, il y a encore de fortes inégalités, par exemple, entre femmes et hommes, etc., qui font que, de fait, ils sont pas marxistes, ils sont pas communistes, et donc ils n'ont rien à voir avec toi. Des inégalités entre femmes et hommes, chez les juges. Ah ben, il suffit d'aller en Corée du Nord, tu regardes le salaire moyen des femmes et des hommes. Mais bon, bah, ce serait quand même un coup que des personnes qui soutiennent le régime politique de Cuba seraient défavorables en France à des partis politiques dont la direction se transmet en famille royale. C'est-à-dire, le Parti communiste de Cuba n'est pas dirigé par les Castro, par exemple. Non, mais l'État cubain, qui est un État idéal et providentiel selon toi, pas providentiel Il n'est pas idéal, il n'est pas providentiel, il est socialiste et il a une vocation à être socialiste. Et c'est ce qui te plaît chez ce régime, on est bien d'accord, jusque-là. Ah non mais très clairement, c'est des révolutionnaires qui sont favorables au socialisme et qui sont en train de le mettre en place. Donc les communistes, tous les communistes soutiennent Cuba. C'est marrant parce que, au final, certes le cliché qui n'est pas dénué de sens du tout concernant le communisme, parce qu'il y a de nombreuses connexions au niveau de cette stratosphère nébuleuse gauchiste, comme j'aime l'appeler, entre les différents courants alternaires, libertaires, anarchistes et communistes, vous arrivez à faire une certaine cohésion en dépit de vos nombreuses différences, parce que je vois apparemment que par rapport à la doctrine de cette nébuleuse, il y a de nombreuses divergences. Il n'y a pas particulièrement d'alliance entre les communistes et les anarchistes, il n'y a pas particulièrement d'alliance entre les communistes et d'autres lignes de gauche, parce que dans l'absolu, on n'a pas les mêmes stratégies d'organisation. Par exemple, les anarchistes qui ont vocation à aller vers un communisme pour une bonne partie d'entre eux sont opposés à l'idée du socialisme, sont opposés à l'idée d'organisation, sont opposés à l'idée de parti et donc de fait ne peuvent pas travailler avec nous. Mais dans ce cas-là, l'aboutissement au communisme, parce que, d'après ce que j'entends, ton aboutissement au communisme, toi, se ferait progressivement, c'est-à-dire en détruisant le capitalisme, en instaurant le socialisme, et après, pour arriver finalement au communisme, on est d'accord? Et dans ce cas-là, je sais que t'es pas de ce mouvement, mais j'aimerais juste savoir comment il souhaite aboutir au communisme, parce que on ne fait pas ça comme ça. Pour les communistes, le communisme nécessite d'abord une évolution de l'homme en tant que tel, une évolution de l'homme et de ses rapports aux autres et aux classes en général, et donc tu ne peux pas y parvenir tant qu'il y a un système de pression, tant que les classes existent, et donc tu es obligé de passer par un système où d'abord tu instaures la dictature du prolétariat, donc tu instaures le pouvoir des travailleurs pour ensuite détruire toute idée de classe. Les anarchistes veulent détruire toute idée de classe, simplement ils pensent qu'on peut faire la révolution et arriver directement à une abolition des classes qui est un non-sens selon nous. Parce que l'homme ne change pas. Vous parlez d'abolition des classes, mais vous parliez en même temps de lutte des classes. Au final, c'est pas antithétique, parce que lutte des classes, et c'est là où on arrive au fameux système d'égal, synthèse, antithèse, thèse. On a les classes s'opposent, alors il y a une lutte des classes. Mais en parallèle, on fait une abolition des classes. Ok, c'est utopiste, idéaliste, plein non, c'est matérialiste. Non, mais il y a plein de bonne générosité, etc. Ça n'a rien à voir avec la générosité. Non. Je disais, c'est plein de bonne volonté, etc. Certes, dans un monde utopique avec des petits poneys roses, ce serait super. Mais ce que je veux dire, c'est que en appliquant et en voulant déformer à chaque fois, en essayant de puiser dans l'histoire, et là je reviens sur ce qu'on avait dit sur Hegel, en voulant aller chercher ces trois axes dans l'histoire, en voulant les appliquer coûte que coûte à différentes crises, que ce soit la crise de 68, la crise de 1789. D'ailleurs, tu avais évoqué cette crise de 68 en mettant d'une part la révolution bourgeoise étudiante et la révolution prolétarienne. C'est la bourgeoise. En l'opposant à la révolution prolétarienne ouvrière, au final, vous essayez, coûte que coûte d'appliquer ce système. Et c'est là où votre matérialisme
qui, selon sa définition, souhaite prendre le réel, s'oppose entièrement et au final n'est qu'une utopie et par rapport à l'empirisme organisateur, c'est ça le truc. Alors concrètement, une fois de plus, c'est pas. Premièrement, on défend pas ça par bonté d'âme, on défend ça parce qu'on y a intérêt en tant que travailleur à détruire l'exploitation qu'on subit. Aujourd'hui, moi je suis étudiante, je vais travailler, je travaille d'ailleurs. J'ai intérêt à ce qu'il n'y ait plus d'exploitation et à ce que mon patron cesse de m'exploiter. Aujourd'hui, il y a une lutte des classes qui existe. On ne souhaite pas la lutte des classes, la lutte des classes existe. Pour l'instant, la bourgeoisie... Non, c'est pas thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, la bourgeoisie est à l'offensive. Le mouvement social l'est beaucoup moins. Il l'a été. Il l'a été par exemple il y a quelques années lors du mouvement des retraites et tout. Là, on est, par exemple, notamment à cause du fait qu'on soit sous un gouvernement PS, on est dans une phase d'apathie du mouvement social. La lutte des classes continue pour autant. Et l'abolition des classes, justement, on considère qu'elle ne peut pas se faire comme ça parce qu'on doit d'abord reprendre le pouvoir et instaurer notre suprématie à nous, que ce soit les travailleurs qui reprennent le pouvoir, pour ensuite abolir les classes. Il n'y a pas de lutte des classes en même temps que l'abolition des classes, à mon sens. Et juste, pour revenir sur l'histoire, historiquement, tous les systèmes ont été abolis par des luttes. Le féodalisme économique et politique, qui est intimement lié, le féodalisme a été aboli par la bourgeoisie parce que ça permettait de développer de plus gros intérêts que ne le permettait le féodalisme. Les intérêts propres à un dictateur qui s'est révélé être notre cher Maximilien. Alors, Maximilien Robespierre n'a strictement rien à voir. Non, mais c'est aussi l'aboutissement final de parce que cette bourgeoisie, au final, a porté les géants et les montagnards au pouvoir au sein de leur assemblée. Les montagnards, par différents coups d'éclat, coups d'État, ont réussi à prendre le pouvoir. Ont placé notre cher Robespierre, qui au final a totalement perdu la tête, et a fait notre chère terreur. Mais au final... J'aurais bien aimé qu'il ait le coup. Donc techniquement, 1789, c'est pas quelque chose qui est revendiqué par les communistes. On défend plutôt par exemple... Pourtant, je me souviens d'un petit accrochage que j'ai eu avec vos camarades de... Hello. Je suis pas... Oui, non, mais vos camarades, franchement, de la nébuleuse. C'est pour ça que je dis camarades. Vos camarades de Hello, eux, clairement, se revendiquaient le 89, ils en étaient fiers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu l'accrochage. Et donc, mais vous ne revendiquez pas le 89, pourquoi Je me revendique de 92, 93, 94, où justement, c'était les intérêts du peuple qui étaient mis en avant et pas ceux de la bourgeoisie. Pour autant, on considère que le capitalisme est une avancée par rapport au féodalisme. C'est une avancée pourquoi parce que c'est un peu plus vers la prise de pouvoir des travailleurs, parce que la lutte des classes a été simplifiée, parce que le prolétariat a quand même gagné des avancées sociales qui n'étaient pas possibles sous le féodalisme, et que sous le capitalisme, on peut mener des luttes qui n'auraient pas été possibles sous le féodalisme. Donc on considère que oui, le capitalisme est une avancée par rapport à l'étape précédente. Excuse-moi, là je suis un petit peu interloqué parce que tu me dis le capitalisme est une avancée par rapport à ce que tu appelles féodalisme et que j'appelle tout à fait autrement d'ailleurs. Qui est une monarchie absolue de droit populaire. Pour reprendre, parce qu'au final, la monarchie absolue de droit divin telle qu'elle est décrite par notre cher manuel d'histoire qui conditionne, a été votée par le tiers-état et non par les bourgeois. Et ce, au prémices de la Révolution. Donc à partir de là, quand tu me dis féodalisme, ok. Donc pour toi, toute la monarchie en France se résume à une monarchie se résume uniquement au système des premiers francs. C'est-à-dire on a police hiérarchie fait le royaume,
parle justement de la restriction, etc. Et à partir de clairement, parce que les choses sont largement complexifiées par rapport aux simples relations qu'on peut avoir de vassaux à sire, si on peut dire. Et je trouve que c'est dommage de dire que le capitalisme est une avancée par rapport à la monarchie, parce que le capitalisme il se défend comme un système libéral sur le plan économique, on est d'accord, c'est-à-dire un open market à tous les différents lobbies, et internationalistes d'un côté, donc certes pour toi c'est une avancée parce qu'il est internationaliste, mais il est ultra-libertaire et même il est arrivé en point d'être libertaire contre les libertés. Parce qu'au final, quand on voit les monstres que le capitalisme a produits, c'est dommage. Et je ne peux pas te laisser dire que c'est une avancée par rapport à ce que tu appelles la monarchie, autrement dit pour prendre ton jargon, le féodalisme. Concrètement, on passe du servage à... Le servage, exacerbé. On part du servage à un système où le travailleur est rémunéré pour son travail, tout en continuant à être exploité. On est toujours dans un système d'exploitation, mais le travailleur, la travailleuse est rémunérée pour son travail et peut revendiquer des droits. Ce n'est pas le cas du servage. Donc à partir de là... On va revendiquer des droits. Pourtant, les corporations existaient, on permettait une certaine, de faire remonter les fameux droits et les fameuses contestations possibles. Cette fameuse corporation s'organisait après. Après, il y avait la Cour qui rajoutait autour. La Cour prenait les doléances de ces fameuses contestations. Il faut oublier que si les premières choses que j'ai voulu financer, c'est la loi qui a supprimé les corporations. Et d'ailleurs, les corporations après, malheureusement, ont été utilisées par les fascistes mussoliniens, pas les nazis, parce que vers le cerveau, Hitler ne peut pas être placé comme un fasciste, c'est quoi ont été réutilisés par la Germanie, j'allais dire, l'Allemagne, et ont été embauchés. Et Blum s'est vu obligé de donner des acquis sociaux au peuple français, avec les fameux 35 heures, les congés payés, parce qu'ils se sentaient pris de dépourvu par rapport aux puissances étrangères qui l'entouraient. En fait, aucun droit n'a été accordé par rapport le fait qu'on soit pris au dépourvu par rapport à d'autres puissances étrangères. Tous les acquis sociaux qui ont été acquis par rapport de force, et parce que, justement... Par rapport de force, grâce à des escrocs comme Stavisky, dans lequel l'éditeur parlementaire mangeait dans sa main, et hop. Concrètement, il n'y a jamais aucun droit qui a été accordé par gentillesse ou par bonté d'âme. C'est toujours... Non pas par bonté d'âme, mais par opportunité. Mais par opportunité sur le plan des relations étrangères et par rapport aux contestations qui naissaient en France sur différents sujets. C'est parce que les travailleurs et les travailleuses ont bloqué les usines, ont bloqué à chaque fois l'économie, qu'on a fini par leur accorder des acquis sociaux. Ça va être accordé. Soit contre soi, le capitalisme et la démocratie française ne peuvent pas être c'est un progrès social. Ça ne veut pas dire que c'est un système social, que c'est un système de progrès. C'est un progrès social par rapport au servage. Ça reste un système d'exploitation, ça reste un système où les travailleurs sont divisés entre eux, où il continue d'y avoir des très fortes inégalités qui continuent à changer d'ailleurs ces derniers temps. Donc non, c'est un système auquel nous en tant que mais pourquoi tu définis en bien en tant que progrès? C'est ça qui me fait gerber. Considère en tant que progrès, c'est pas pour autant que je considère que c'est... Oui, non, mais j'entends. Donc voilà. Après, concernant Sorel, parce qu'on l'avait pas du tout évoqué au final. Sorel et Toulon. Si t'avais 3 mots à dire là-dessus, concrètement, les communistes sont totalement... Oui, non, mais j'entends bien, mais toi, ton avis personnel, si tu connais plus ou moins, ou pas concrètement, on considère que c'est une grosse merde. Pourquoi Parce que c'était et que Borderline sur les questions de sexisme, sur les questions de racisme. À partir de là, je pense que... J'aimerais juste savoir si tu considères que le reste c'était borderline, ça c'est juste.
Est-ce que Maurras est borderline sur cette scène? En fait, moi, je ne dis pas, à partir du moment où il parle de Dupin, ça ne m'intéresse pas de dire... Non, son antisémitisme n'était pas un antisémitisme raciste comme on a eu en Allemagne, mais un antisémitisme littéraire. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit à mort les Juifs. Et il a dit à part. C'est-à-dire, et c'est là où, comme se sent dans le nationalisme intégral, le pays légal, le pays réel, parce que à part, c'est-à-dire qu'il voulait leur enlever tous les pouvoirs. Parce qu'il y a des confréries, avec notamment des escrocs comme Stalinski, comme il y avait tellement d'autres sous la Troisième République. Les scandales étaient presque quotidiens à ce moment-là, et d'ailleurs c'est ce qui a valu la réputation communiste à Maurras et à l'Action française à ce moment-là, mais l'antisémitisme littéraire de Maurras n'est absolument pas racial, et c'est ce qu'a regretté Minier dans ses écrits, c'est ce qu'a regretté ensuite Boutang, car quand on voit Boutang lire dans apostrophe le maître Martigues, on sent tout de suite les commentateurs qui sont là, qui disent c'est la joie que c'est du Maurras, etc. Et c'est l'inceste qui est regretté par les différents penseurs de l'être. Mais l'antisémitisme, actuellement, il n'a plus lieu d'avoir l'antisémitisme littéraire, j'entends bien. Et le racial, il nous est totalement étranger, on n'a rien du tout à voir avec ça. On a eu un antisémitisme littéraire, qui n'est plus d'actualité. Pourquoi? Techniquement, en fait, associer un peuple, une religion à des intérêts, c'est une fois de plus... Non, pas des intérêts, il y avait une partie de cette population, et non pas l'ensemble de la population. C'est bien ça ce qui a été mis en exergue par Maurras. Parce que, ah ben les Juifs, non, mais parce qu'on entre tout de suite dans le cliché Maurras antisémite, Maurras qui était jugé, etc., qui a fait la prison parce que collaboration. Donc je crois que c'est dans le contexte des choses, parce que je considère que pour pouvoir juger des faits à titre personnel, je comprends toujours les deux versions, la version officielle et la version propre à l'individu et à l'intéressé. En l'occurrence, les écrits Maurras, ils doivent le dire contre l'antisémitisme littéraire. Et concernant la question du Vichy, c'était la question de la France seule. Ni le clan du Ya, ni celui du Yes. Et c'est ça, parce que la France seule, et c'est là où on souche son nationalisme intégral, tandis que le nationalitarisme prenait souche en luttant pour des puissances étrangères comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, et après les républicains et d'autres groupes, même certains membres de l'Action française, je ne dis pas, qui sont partis à Londres combattre auprès du général de Gaulle qui était un ancien chez nous, et qui ont conservé des contacts d'ailleurs avec les gens qui sont restés et qui ont suivi Maurras en France, qui ont conservé des liens. D'ailleurs il y a eu plusieurs gestions dans l'entrepôt avec des anciens combattants qui étaient partis là-bas, qui finalement sont intervenus dans les procès des gens qui étaient restés de l'Action française pour dire non il s'est battu à Verdun avec moi, etc. Il est bénin, je ne vois pas pourquoi il m'a enfermé, c'est pas possible comme les autres. Pardonne-moi ce ticket en cours. Et donc au final c'est pour ça, parce que d'après moi, en tant que communiste, vous avez eu des clichés à cause de votre conditionnement, à cause de votre matérialisme historique, comme je l'appelais, et c'est en cela que l'organisateur est intéressant, parce qu'il confronte les faits, et à partir de cette confrontation des faits, et là ça rejoint un petit peu le fameux système Miguel avec les synthèse, il confronte les faits et il prend la vérité, et non pas une seule fois de la déformer par une vision partisane de l'histoire. Toute vision d'histoire est partisane, il y a aucun problème avec ça. Il y a, par exemple... Là, défendre la liberté d'expression, alors que tout le temps, on la défend. Donc, caricature. La liberté d'expression, moi je suis pour interdire tous les journaux bourgeois. Donc, interdire avec toute la presse française. J'ai aucun problème avec ça. Enfin, la liberté d'expression, moi, Charlie Hebdo, ça me fait pas rire. L'antisémitisme, ça me fait pas rire. Je considère que ça n'a pas lieu d'être. Pourtant, ils ont toujours été revendiqués, certes, pas de la même mouvance que toi, mais comme des communaux anarchistes. Ils se sont revendiqués en tant que tels. Ah, mais il y a des camarades qui se sont fait tuer à Charlie Hebdo. Il y a des gens qui écrivaient dans l'humanité. Pour autant, il y a une islamophobe, il y a des gens sexistes, il y a un racisme en termes généraux, et donc on est d'accord, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas le droit d'être publiés. Christianophobe.
La chrétienphobie n'existe pas en tant que système de nomination en tant que tel. Il peut y avoir des expressions anti-chrétiennes de manière individuelle, mais c'est pas une oppression systémique, ce qui différencie par exemple de l'islamophobie. Pourtant, elle consulte dans la Bible cette oppression systémique, si je m'abuse, avec notre cher prophète Jésus, qui se fait opprimer par Ponce Pilate. Est-ce que vous comprenez il y a des discriminations systémiques à l'encontre des chrétiens? La réponse est non. Il n'y en a pas non plus à l'encontre des athées. Il y en a à l'encontre des juifs. Il y en a à l'encontre des athées, il y en a à l'encontre des chrétiens. C'est qu'on soit. Et à l'encontre des païens également. Il faut que vous compreniez que les oppressions systémiques, ça n'a rien à voir avec... L'oppression systémique chrétienne existe depuis 1789, quand on a commencé à tuer les gens à cause de leur religion, quand on a commencé à les noyer à Nantes, quand on a commencé à les opprimer en Vendée. Excuse-moi, là elle a été systémique. Après, il y a eu une continuité avec la loi de séparation des deux États, où on a eu des actes qui monstres. Et qu'on en voit encore actuellement, des églises dégradées, des cimetières profanés. On en vient même dans l'opinion publique à manipuler, et là, comme on dit, avec le comité MTV qui nous positionne entièrement d'accord, où le matin on voit 205 cimetières chrétiens dégradés en 2015, si je ne m'abuse, et en soirée on voit 205 cimetières civils. Effectivement, des cimetières où il y a des croix, des signes, c'est plus chrétien. Jusque là. Sauf que de fait, en fait, la plupart des cimetières sont dans des églises et ça n'est pas garant de l'orientation religieuse des personnes chrétiennes. Après, il y a eu des expressions xénophobes notamment, par exemple à l'encontre des protestants, qui venaient des catholiques. Ça, c'était des oppressions systémiques qui n'ont plus lieu maintenant. Moi, je viens d'une famille protestante. Il n'y a jamais eu de discrimination à l'encontre des protestants de manière actuelle. Tout à fait d'accord avec toi, avec l'oppression systémique qui est le mur de la religion française et de la République pour la République. C'est bien. Il y a eu une oppression systémique des révolutionnaires contre les catholiques. Bah pourquoi ça n'a pas eu lieu? Il n'y a pas eu de... Quand on voulait bouffer du curé à l'époque, on a exécuté tous les curés refusant de signer. Excuse-moi. Les curés étaient tout de même en position de domination et l'Église catholique servait les intérêts de la classe dominante. Donc, de fait, c'est pas la haine contre les chrétiens qui a été manifestée à ce moment-là, c'est la haine contre l'ensemble des... Et donc on tue des chrétiens parce qu'on n'aime pas ce qui se passe au Vatican. Non, on tuait des curés parce qu'ils représentaient... On tue aussi des chrétiens. Mais en fait, la France était très majoritairement chrétienne à l'époque, elle est toujours majoritairement chrétienne. Et, merci, je suis content de te l'entendre dire, merci. Enfin, elle est majoritairement athée, mais maintenant on est comme bien fait, on vient changer. Parmi les religions, la chrétienté est toujours majoritaire en France, c'est un fait, quoi. J'ai pas de... Non, parce que certains le nient, hein. C'est juste pour ça que je suis content de l'entendre dire. Ah ben, j'espère que ce sera la meilleure fois. Donc voilà. Non mais pourquoi il y a une oppression systématique des chrétiens? Je peux pas te laisser dire le contraire, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Il y a des faits historiques qui ont été prouvés. Une oppression systématique des chrétiens, oui, à l'époque de l'Empire romain. À l'époque de la Révolution française également. Oui. On partage pas la même analyse et je pense que les faits sont... non, il n'y a pas eu de haine particulière. Non, l'interprétation des faits, parce que une fois plus la vision de l'histoire est partisane, si j'en prends tes propos. Enfin, j'ai aucun intérêt, les communistes n'ont aucun intérêt à nier donc vous faites tout pour par la intérêt. haine contre les chrétiens, enfin, ça n'a pas de sens. Non mais vous faites ça veut plus en plus que pourtant aucun intérêt. Parce qu'au final, vous basez un petit peu par rapport à l'intérêt.
Bah oui, nous enterrer de place. Nous intéresse, c'est un petit peu, au final, votre dictature et du prolétariat, non, votre dictature du prolétariat, vous êtes dedans, pour l'instant. Mais votre démocratie internationaliste, uniquement, c'est un petit peu trop tourné vers l'ombre, vos intérêts, nos intérêts, nos Les intérêts. intérêts de classe. Ça veut dire que dans l'absolu, l'extrême majorité de la population a les mêmes intérêts que nous. C'est-à-dire de ne plus être exploité. On n'a pas... Quoi? Ah bah, il y a un 1% qui exploite et qui n'a pas intérêt à ce que ce soit nous qui reproduisons parce que clairement. Les grands patrons, les... Le MEDEF, et ces autres consensus. Dans l'absolu, je pense qu'un petit patron a tout intérêt de notre côté. Et que nous, on doit soutenir les petits patrons qui... En gros, quand je vois certains militants de ton mouvement, parce que je ne vais pas le citer, parce que je ne vais pas le citer... Il y avait des autres qui sont en danger. Ouais, non, mais je respecte ce que tu dis, qui, lors des manifs de médecins, parce que je m'y intéresse, étant dans la corporation, ils nous ont traités de petits bourgeois à la solde du capital. Là, c'est petits bourgeois à la solde du capital. Cadeau. Quels que soient vos intérêts, vous êtes opposé, par exemple, je ne sais pas moi, les gens par exemple les ouvriers qui votent Front National, ils ont tout intérêt de notre côté. Pour autant, ils sont à la solde du capital puisqu'ils s'opposent à leurs intérêts de classe et donc à nos intérêts aussi. Ouais, c'est comme pour vous, les totaux sont la solde du capital. Non, ils ne sont pas à la solde du capital. Par contre, ils servent les intérêts du capitalisme. Un anarchiste qui va aller péter des banques et décrédibiliser tout le mouvement communiste, il sert concrètement le capitalisme. Pardon, on essaye de pas le faire. Au final, par vos actions, d'une certaine manière, en supportant les salariés, je supporte les salariés de Goodyear, mais en supportant les salariés de Goodyear, tu crois pas que d'une certaine manière, tu sers les intérêts du capital parce que c'est des actions musclées qui peuvent choquer une certaine partie de l'opinion, tout comme ce fut le cas avec les pilotes d'Air France. Je soutiens ces personnes à titre personnel, mais je crois pas que ça peut décrédibiliser comme le font les anarchistes en prenant des banques, etc. Sauf que là, c'est pas la question. Il y a des gens qui sont... Ce serait servir le capital d'une certaine manière, si je suis ta logique. Ah ben, c'est pas servir le capital que de défendre ses intérêts, que de dire à partir d'un moment, le mec, il se fait des intérêts, il détruit des emplois, ce mec-là... Non, mais le faire par des actions multiples. Si vous tuez, moi, j'ai aucun problème. Je connais, ben, les mecs, vous l'avez tué, ben, c'est la vie. Non, mais pas selon ton avis, mais selon l'avis de l'opinion publique, Madame Michu, que j'aime à l'appeler, va regarder cette télé et va dire « Ah là là, les petits gangsters, etc. » Ça va la choquer, et ça va leur rebuter. Au final, certes, elle est conditionnée par le capital, mais ça ne va l'attirer en rien vers votre mouvement. Madame Michu, comme je l'appelle, elle regarde BFM TV, elle est, en l'occurrence, manipulée c'est un fait. Au final, c'est plutôt nous les 1%. C'est-à-dire nous, les gens qui prennent conscience des luttes sociales, parce que j'en prends conscience, parce que je soutiens ces gars-là, j'en prends conscience, mais je ne soutiens pas de la même manière que toi, à géométrie variable, j'entends bien, parce que moi, selon toi, je sers le capital, mais on est quand même minoritaire. La faible présence des gars qui ont préféré rester au local picolé le montre bien encore aujourd'hui. On est minoritaire. Après, je ne veux pas dire que les résultats du parti communiste français sont démonstratifs de sa vague puissance sur la population française aux élections. On est d'accord, on est minoritaire actuellement. Donc comment, et c'est ça le gros problème, quand on fait un mouvement que notre, comment interpeller l'opinion? Par clairement. Pour revenir juste sur par exemple ce qui s'est passé à Air France, la majorité de l'opinion comprenait, il y avait plus de la moitié de la population qui comprenait les actes de ces gens. Et oui, une chez nous arraché, tout le monde s'en rend compte que c'est rien par rapport au mec qui l'ont suicidé parce que... Je vais prendre un autre cas dans ce cas. Je prends des taxis face à Uber. Corporatiste que je suis, merci de la tour Pinel, de la tour du Temps, pardon. Corporatiste que je suis, je défends les taxis. Les gars d'Uber, si ça ne tenait qu'à moi, ils seraient comme les bourgeois au bout d'une corde. Mais
par rapport à ça. Sur les taxis, on vous a pas entendu des masses. Pourtant, on en a parlé, mais en fait, aussi bien les mecs des taxis que les mecs Uber, ils seront exploités. Les mecs Uber, concrètement, ils ne cotisent pas pour la retraite, ils ne cotisent pas à la sécurité sociale, ils n'ont pas d'assurance en cas de maladie, etc. Donc à partir de là, eux aussi ils sont précarisés. Pour autant, Non, mais je te parle des patrons d'Uber quand je suis petit Uber. oui, bah dans ce cas-là, très concrètement, je pense que c'est pas bien. On est d'accord. Et on soutient tout à fait les taxis qui payent 200 000 € une licence, qui font face à une concurrence déloyale et ultra libérale. On est d'accord. Mais par rapport aux actions de choc et aux arguments que Madame Michu va sortir, elle va dire oui, mais le taxi, elle a un tarif de prix qui est désagréable, hein, il écoutait sa radio à fond, il n'a pas parlé du tout. Tandis que, excuse-moi Madame Michu, tu vas voir arriver un mec en costard cravate, avec une belle berline noire, qui va lui dire bonjour madame, vous pouvez vous rentrer à l'intérieur, etc. Et un prix dérisoire, on va respecter le taxi. Madame Michu, de l'opinion publique, elle va défendre la cause du beurre. C'est pour ça que c'est à nous de faire pression sur l'État pour interdire les Airbnb, les Uber, etc. qui sont ultra libéraux, qui détruisent à la fois les services et qui mettent en plus en danger les salariés. Mais si je observe sur les taxis, que l'État prenne la responsabilité de racheter des licences pour les taxis, on peut agir après. Attention, je l'annonce. 150 000 €, Attention, parce que ça reviendra à fabriquer autre vision, sinon du socialisme. Non, c'est une digression. Mais au final, c'est une éternité transitoire. Donc, voilà. Après, je sais pas. Je vais pouvoir pour parler de notre influence sur la société et de nos scores aux élections, concrètement, oui, on aimerait bien sûr que le rapport de force il est pas le même quand le parti communiste fait 30% ou quand il fait 8%. C'est certain. Après, on continue d'être présent dans les syndicats d'essayer de faire ça. On est par exemple pour aider la population même de l'avenir dans politique. Et ce qui compte, c'est surtout qu'on n'est pas un parti électoraliste. On est un parti révolutionnaire. On n'a pas vocation à prendre du temps par les gens. Pourtant, votre cher ami qui va revenir sur l'île, oui, non, Mélenchon n'est pas communiste, mais à part le passé réalisé l'union du socialisme et du communisme, parce qu'il se définit en tant que socialiste, et c'est à mon goût ce qui représente le plus le socialisme actuellement, avait réalisé cette union pour se faire lire, et apparemment il y a des tensions actuellement entre les communistes et les socialistes de la rue. Et il y avait intérêt en 2012 à présenter une candidature commune avec des gens vraiment de gauche parce que ça permettait de porter un discours social qui a obtenu le 12% du présidentiel et donc on a pu porter un message. Et c'est ce qu'il faut, on n'a aucun problème à s'allier avec lui dans la mesure où ça nous permet d'avancer nos propositions. À partir du moment où lui, de toute évidence, il a choisi de mettre sa candidature et sa personne en avant nos idées, donc là oui on a un problème avec le fait de s'allier avec lui. Et simplement, question, vas-y, et après, je pose ma dernière question. Vous avez quelques semaines, vous alliez avec des révolutionnaires du PCR, des alliés avec les révolutionnaires du PS, Non, mais c'est un petit peu comme nous. Au final, c'est la théorie du moindre mal concernant la politique électoraliste. Si je m'abuse. Concrètement, ça Non, le deuxième tour, je parle, pas au premier tour. Le deuxième tour, il y a un rapport de voix. Après, je pense concrètement que le Parti Socialiste a fait autant de mal là en étant à la tête du gouvernement que la vous pouviez le savoir en 2012. Vous pouviez le savoir en 2012. Je pense que très clairement, ça va. Et une partie du Parti communiste et des communistes en général, donc que des partis, étaient contre le fait de voter François Hollande parce que ça a détruit le mouvement social et le fait qu'il ait fait des réformes de droit sur l'étiquette de gueule, forcément, ça a fait du mal au mouvement social. Et deux questions avant de te lâcher. Est-ce que tu as acheté le Haron Bismarck? Et une question, qu'as-tu voté aux élections, aux dernières élections? J'ai volé le Haron Bismarck parce que j'avais pas envie de faire de la vie au furet. Et aux élections, je ne vote pas, je vais faire partie des fois entre un parti fascisant mais pas fasciste et très concrètement libéral et de droite et un parti de droite et extrême libéral et fascisant.
C'est pas le problème de choisir entre les différents. Non, je voulais juste statuts savoir. de la politique. Très bien. Bah, je te remercie en tout cas.